Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, a abordé ce mardi matin le processus électoral en cours dans le cadre de la présidentielle de 2021 au cours d'une conférence de presse. Il a rassuré l'opinion publique sur le fait que le gouvernement du président Talon jouera sa partition pour une présidentielle libre, transparente et ouverte. Les candidats retenus par la Sénat pour la présidentielle 2021 feront la visite médicale au siège de la Cour constitutionnelle le jeudi 18 février 2021. C'est le collège de médecins mandaté par la Cour qui en a la charge. Toujours dans ce 19h, découvrez la mission d'un instructeur spirituel. Le gouvernement béninois s'est prononcé ce mardi matin sur le processus électoral devant conduire à l'élection présidentielle du 11 avril prochain à travers une conférence de presse animée par son porte-parole Alain Orunla. À cette occasion, le ministre de la Communication et de la Poste a réaffirmé l'engagement du chef de l'État, Patrice Talon, à veiller à la régularité, à la transparence et à la tenue d'un scrutin inclusif. Suivez un extrait de ses propos. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément au calendrier fixés par cette réforme et donc à travers la Constitution, qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la Constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation, et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer, ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément à la Constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin, et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupant court aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Le président de la République s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que les candidats présentés par les ensembles politiques, les grands partis politiques tels que nous le voulons aujourd'hui, puissent prendre part à l'élection présidentielle.
Et cette adresse, cet engagement solennel du président de la République, et que je rappelle qu'il a été pris librement, sans la moindre contrainte, visait principalement le parti Les Démocrates, dont les responsables sont les premiers et les plus virulents à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la question du parrainage risquait de conduire à une discrimination et à une exclusion. Au moment où ces responsables politiques, donc du Parti des démocrates, pourfendaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le Parti des démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé contre l'attente même des responsables de ce parti politique. Dans le même registre, Irénée Agossa, candidat à la vice-présidence, a réagi aux récriminations de ses anciens camarades du parti Les Démocrates, soupçonnés d'être de connivence avec le régime de la rupture pour fragiliser l'opposition. Le colistier du candidat Corentin Corouet a donné sa part de vérité hier sur ETélé. Suivez ses explications. Mais le parrainage se négocie. Et il faut aller chercher la procédure d'obtention du parrainage. C'est que les camarades et d'autres, bien sûr, candidats, se sont mis en esprit qu'en réalité, ils veulent aller aux élections sans les parrainages. Ils se disent que le président Talon va sauter le parrainage. C'est une hypothèse. Il ne s'agit pas de dire, j'ai cherché le parrainage. Bon, tu as cherché, tu n'as pas eu. Assume-le. Ne dis pas que ceux qui l'ont eu, ils sont proches de Talon. Si elle en avait eu, donc on dira quoi? Pourquoi elle a été cherchée, sachant que c'est pour le président Talon? Et pourquoi elle se plaint maintenant de sa méthode? On l'assume en politique. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Il faut l'assumer. Ils pensent que c'est autre chose. Et on l'assume jusqu'au bout quand tu fais un choix. Et quand tu échoues, il ne faut pas chercher des alibis pour justifier ton échec. Ils ont échoué. Oui. Ils ont échoué et ils refusent de l'assumer très tôt. Très tôt, et j'ai négocié. J'ai négocié parce que quand tu discutes avec un adversaire, tu négocies. J'ai été clair qu'il faut absolument que nous soyons candidats. Nous soyons candidats. Et que nous avons un projet qui permettra au pays de se stabiliser. Que nous sommes les seuls capables, même de les sauver. Nous sommes les seuls capables. Qu'eux, ils ne peuvent plus se sauver. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut un calme. Il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut prendre une pause. Mais eux, ils ne peuvent plus prendre une pause. Ils ont pris une allure, mais ils ne peuvent plus prendre une pause. Donc, il n'y a plus d'obstacles pour eux. Mais j'ai dit non, ce n'est pas possible. Et il y a eu des députés qui m'ont compris et qui ont vu que c'est raisonnable. C'est ça. C'est seulement les miens qui m'ont minimisé, qui me prenaient pour un rigolo. Or, en politique, il y a des règles qu'il faut respecter. Il ne faut jamais minimiser celui qui te parle. Jamais. Il ne faut jamais le sous-estimer. Il a des compétences. Il ne faut jamais, jamais être orgueilleux en politique. Parce que là, ça va te pousser à la jalousie et à la haine. Et c'est ce qui s'est passé entre eux. Et entre eux, c'est ce qui s'est passé. Ils ont renvoyé tout le monde. Ils m'ont renvoyé. Ils ont renvoyé tout le monde. Et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ils sont en perdition. Moi, j'avais fait l'option déjà de participer aux élections présidentielles. Et dès que tu fais cette option, c'est que tu te bats pour remplir les conditions pour participer à cette élection. C'est à leur niveau qu'ils n'ont pas pu faire une option claire. Et ils ont dit au début qu'ils ne veulent pas y aller si les conditions ne sont pas remplies. Et moi, certaines conditions ne sont pas remplies. Mais pourquoi ils ne font pas ce choix jusqu'au bout? Et quelques jours avant, ils se décident maintenant de participer. Oui. Il fallait se préparer. On se prépare, non? Pour participer à un examen. On ne dépose pas un dossier. Ce n'est pas la veille de l'examen que tu te présentes pour dire que je mérite d'être candidat, etc. Non. Je leur ai dit que j'ai besoin, que j'ai le parrainage. Ils ne m'ont pas cru. Qu'est-ce que je peux faire encore de plus?
Puisqu'ils ne m'ont pas pris, ils m'ont minimisé. Et ils m'ont renvoyé, ils m'ont suspendu. Et l'autre chose, c'est pas moi. Suivez. Si je suis vice-président. C'est le vice-président Corentin Kouroui qui est aujourd'hui le candidat à la présidence. Moi, je suis que ce policier. Mais vous ne voyez pas que, en fait, je n'étais pas attaché à ce poste. Moi, j'avais une vision. Contrairement à eux, j'avais une vision. C'était de sauver le parti et l'amener aux élections. C'est pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, Kouroui, prends la tête, ils vont te comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre. Et nous avons pris le logo pour déposer notre dossier. Oui. Mais dès qu'ils ont su, ils ont écrit à la Sénat. Ils n'ont pas encore compris jusque-là. Ils ont écrit à la Sénat, on a retiré leur logo. On a pris, nous, notre logo. Qui a été malin plus que qui? Donc ça veut dire que dans la jalousie, dans la haine, hein, ils nous ont permis, c'est eux qui nous ont favorisés à être là. Puisque j'apprends aujourd'hui qu'ils disent que nous avons pris leur place. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021, le Collège de médecins mandaté par la Cour constitutionnelle examinera jeudi 16 février prochain chacun des candidats sur sa santé physique, mentale et son aptitude à exercer la fonction de président de la République ou de vice-président. Parmi les spécialistes figurent un interniste, un cardiologue et un psychiatre qui ont tous prêté serment devant les sages de la haute juridiction d'examiner chaque candidat suivant la déontologie de leur métier et de rendre les résultats exacts conformément aux dispositions prévues par la Constitution béninoise. Les candidats Patrice Talon, Mariam Talata Chabizime, Paul Rompé, Alassane Soumanou Djemba, Corentin Kouroui et Irénée Agossa sont donc attendus au siège de la haute juridiction jeudi prochain. La candidate du parti d'opposition, les démocrates, Rekia Madougou, a demandé à la Cour constitutionnelle d'ordonner l'annulation de la liste des candidats retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de la présidentielle prochaine. Cette requête fait suite au rejet de sa candidature par la Sénat pour défaut de parrainage. Elle conteste la validité du parrainage institué comme condition d'éligibilité. Les récentes déclarations du député Afro-Obo Ahmed Tidjani, membre du parti Union progressiste, qui dit ignorer à quel candidat son parrainage nominatif a été attribué, met en doute la validité des parrainages selon Rekia Madougou. À en croire l'ancien ministre de Boniaï, le juge constitutionnel est habilité à trancher en ce qui concerne cette question. Le mouvement Sursaut pour la paix a lancé une campagne pour sensibiliser les Béninois à cultiver l'acceptation de l'autre et la tolérance pendant la période préélectorale que traverse le Bénin et surtout pendant la campagne pour éviter toute violence de sorte à ce que les événements des 1er et 2 mai 2019 ne se reproduisent plus au pays du roi Béyonzin. Propos recueillis par Carles Kitome. Une action citoyenne et apolitique. D'où nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'ensemble de la population pour dire ce qui s'est passé en 2019, plus jamais ça au Bénin. Ma campagne, notre campagne pour la paix, ça a démarré à accompagner ces genres d'événements, pas en attendant quelque chose en retour, mais en se disant que c'est bon pour tous. Parce qu'on a parlé de paix, j'ai vu encore comment vous tous, vous êtes même plus porteurs de paix que moi maintenant. Je lis vos visages. Oui, je lis vos visages. Donc, ça dépend de qui tu es. L'essentiel, je suis là pour vous convaincre, à convaincre d'autres. Sur le Café Média Plus du vendredi dernier, le coordonnateur du Sursaut citoyen pour la paix a invité les hommes des médias à accompagner le mouvement dans sa sensibilisation. Le fait même dire devant vous, c'est une politique de vous convaincre à porter l'idée. Parce que vous ne pouvez pas porter l'idée si vous n'êtes pas convaincu. Donc moi, nous, notre politique,
c'est de vous amener, si effectivement nos canaux, nos actions sont encadrés dans l'IEC, on ne peut que vous convaincre. Donc souffrez. Et je suis très heureux, correctement heureux de vouloir vous convaincre. Et je vous demande de nous ouvrir votre cœur afin que vous soyez convaincus. Nous ne voulons pas aller chercher des intrants qui vont encombrer cette paix. Même dans les braquages, tombent sur... On a compati pour notre frère de l'Alcré dans ce pays. Et demain, ça peut être moi. Donc, pour ces choses, c'est normal que nous compatissions. Mais l'objectif du sursaut, ce n'est pas d'aller faire l'inventaire des propos déshonorants de chacun de nous. C'est de faire en sorte que chacun de nous s'approprie le vivre ensemble pour une paix durable et solide. Évacué en France jeudi 11 février 2021 après son agression par balle, le 5 février dernier, Gagnou Soglo a été opéré avec succès en France. Selon Frisson Radio, la balle qui logeait dans le thorax de l'ancien ministre a été retirée sans grande difficulté. Gagnou Soglo est hors de danger mais se trouve dans un état de fatigue selon la même source. Aucune précision n'a été donnée quant au retour au bercail de l'ancien ministre et candidat déclaré à la présidentielle de 2021. Spiritualité pour finir. Tout être humain a le devoir de se faire instruire, de suivre un enseignement spirituel pouvant lui permettre de se connaître et de connaître la force intérieure qui est en lui. L'analyste spirituel Abish Adjiboye l'explique au micro de Jacques Marion d'Almeida. Abordant la question de l'instruction spirituelle, il faut d'abord souligner d'entrée que l'instruction spirituelle est indispensable. Nous avons l'instruction et nous avons la spiritualité. Quand vous prenez la spiritualité ou le spirituel, on a le spirit qui évoque l'essence. L'essence en actualité, donc la réalité de l'essence. Mais pourquoi alors nous parlons de l'instruction spirituelle? Nous parlons de l'instruction spirituelle surtout à cause du voile, de la perte de mémoire. Pourquoi? Quand nous prenons l'essence qui prend une nouvelle enveloppe, l'essence perd la mémoire. L'essence ne se rappelle pas qui il est. Un exemple simple, il y a des personnes, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait il y a un an de cela. Même d'autres, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait hier même. Vous voyez, mais si nous parlons alors d'une essence qui a pris un autre corps, et là je parle du processus de la réincarnation, vous voyez combien de fois cet esprit ne se rappelle plus de ses vies passées. L'instruction spirituelle vient pour accompagner cet esprit dans le rappel de qui il est. C'est pourquoi nous disons qu'en instruction spirituelle, on n'apprend rien. Vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose. Mais l'instructeur est là pour vous accompagner, à vous rappeler de qui vous êtes. Donc l'instruction spirituelle, il y a différentes sortes d'instructions spirituelles, bien sûr. Mais je vais parler rapidement de l'enseignement. On peut faire de l'instruction par l'enseignement. Vous voyez. On peut faire également de l'instruction par transmission d'énergie. On peut faire également de l'instruction par la guérison. Parce que la guérison aussi, c'est une forme d'instruction spirituelle. La transmission de la lumière, c'est une forme d'instruction spirituelle. Parce que quand vous êtes là et vous transmettez même de l'amour à quelqu'un, vous êtes en train de faire de l'instruction spirituelle. Un étudiant en spiritualité, ça aborde la question de l'éveil. Pourquoi? En tant que nous sommes en expérience en tant qu'esprit. Mais à un moment donné, d'abord, il faut préciser que tout est chemin.
toute expérience est un chemin. Mais toute expérience n'est pas encore le cheminement. Donc, quand vous prenez un individu qui est en expérience, il vit différentes sortes d'expériences, jusqu'à ce qu'il se trouve que, comme une interpellation l'amène à se tourner vers la personne adéquate. Cette personne adéquate, tenez-vous tranquille, c'est lui-même. Où il commence alors par s'intéresser à lui-même et commence par se poser des questions existentielles comme « Mais pourquoi suis-je là? Que fais-je là? Mais est-ce que ce qu'on me dit de l'extérieur est véritable ?» Alors quand cette question suscite, on entame ce qu'on appelle la quête. Et quand on entame ce qu'on appelle la quête, alors on devient un étudiant d'un courant d'enseignement ou un étudiant d'un instructeur. N'est pas instructeur spirituel qui veut, mais qui peut. Le rôle nécessite des degrés d'initiation. C'est ce que nous explique de long en large Soleil Maounankmon, métaphysicien, au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. De nos jours, beaucoup se font appeler instructeurs spirituels. Et on se demande parfois s'ils comprennent réellement, s'ils connaissent ce que c'est qu'un instructeur spirituel. Parce qu'un instructeur spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui donne des informations ou bien qui partage des informations spirituelles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un instructeur spirituel, disons que c'est le relais de l'intemporel dans l'espace-temps. C'est le relais de l'intemporel dans le temporel. C'est comme une antenne, puisque dans l'atmosphère ambiante circulent des informations. C'est comme une antenne alors qui capte ces informations de l'invisible et qui livre ces informations au monde contemporain. Il utilise alors des connaissances, des lois, d'accord, qu'il traduit dans un langage contemporain qui sert assez semblable. Donc un instructeur spirituel, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui jusqu'à un certain niveau, qui a fait l'expérience du maître intérieur et du maître et qui a la capacité alors de recevoir des informations des maîtres et de livrer alors ces informations aux gens. Il parle aux gens compte tenu de l'information utile à ces gens-là en ce moment. C'est ça un instructeur spirituel. En fait, on ne se décrète pas être instructeur spirituel. Avant d'être instructeur spirituel, il faut faire le chemin dans la spiritualité d'abord. C'est la première des choses. Vous faites le chemin dans la spiritualité et vous avez des capacités, des attitudes d'abord. D'accord? Ces attitudes qui proviennent de vos incarnations passées. Généralement, quand on décode la vie d'un instructeur spirituel, on constate qu'il a été soit dans une vie antérieure, soit il a été pasteur, il a été un homme de Dieu, bien il a prêché l'évangile et tout, ainsi de suite. Donc il a des potentialités qu'il transpose d'une incarnation passée. Mais ça ne suffit pas. Il va sur un cheminement spirituel, il reste auprès d'un guide, il suit les informations, il les pratique. Mais au-delà de tout ça, il doit être consacré par une initiation. Donc c'est l'initiation qui accorde ce titre-là d'instructeur spirituel. Et dans l'instructorat, il y a deux classes d'initiation en fait. Bon, on va en parler. Il y a l'initiation, la classe d'initiation liée au perroquet. Et là, votre degré d'initiation dépend de la couleur du perroquet. Il y a la classe du coq, on appelle le coq ou bien du soleil levant. C'est une série d'initiations. À partir de ce niveau, quand vous parlez, avant même que vous ne parlez, votre conscience informe les gens, votre conscience enseigne. Quand vous ouvrez votre bouche, ça devient de la parole sacrée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne touche pas au cheveu d'un instructeur, parce que l'instructeur, c'est celui qui s'est abandonné. D'accord? Il a abandonné son propre ego pour accepter alors d'être le canal des maîtres. Quand vous touchez à un cheveu d'un instructeur spirituel, c'est que vous réveillez toute une communauté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.